Thierry Clément, à vous la main, bonne session. Je te remercie. Alors, on va quand même réactiver les caméras, ça peut être bien. C'est un bon début. Alors, ça, aperçu. Et voilà. Alors, on va partager l'écran. Est-ce qu'on voit bien la présentation? Très bien. Du coup, c'est parti. Alors, bienvenue pour cette session MWCP. Aujourd'hui, on va vous parler de Microsoft Mesh, à savoir, est-ce que aujourd'hui c'est le futur de l'hybrid work? Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais quand même remercier tous les partenaires qui font que cette session ait lieu. Donc, les partenaires, ça, j'allais dire, ça va vite pour changer sur les slides. Donc, les partenaires, donc il y a du coup Wacker, Cinequa, Jalios, Riverbed, Aternity, CoreView, dans les partenaires diamants, Exacis Nelite, Martello, Aero et Bititan pour les partenaires Platinum, et Synasys et ExpertTime pour les partenaires Gold. N'hésitez pas, donc aujourd'hui, ces conférences sont organisées par différentes communautés comme AMS. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site AOS Community. Vous allez pouvoir voir le Twitter de la NWCP 22, hashtag MWCP22. Vous avez aussi, bien sûr, les LinkedIn qui sont liés et les Facebook. Donc, n'hésitez pas à les liker pour ça, pour qu'on puisse continuer à élargir la communauté. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Clément Séraphin, je suis M365 architecte chez Aero. Et du coup, je travaille vraiment sur toutes les problématiques de collaboration et d'identité dans les entreprises. Et donc, dans cet aspect-là, justement, on va pouvoir travailler sur la collaboration avec l'hybrid work. Thierry? Oui, bonjour, donc Thierry Demand, donc je suis architecte au sein de la société Artemis et en fait j'interviens surtout pour faire des audits et des migrations dans des situations complexes qui malheureusement arrivent de plus en plus souvent entre les fusions, les scissions, avec notamment donc la gestion des tenants sur Office 365 et la partie AD correspondante. Et de plus en plus on est tourné sur la partie sécurité, Teams qui maintenant correspondent à un nouveau mode de travail pour la plupart des entreprises. Donc, on va parler un peu de l'agenda. Dans un premier temps, on va parler un peu joyeux avec la partie Covid-19 et l'arrivée de l'hybrid work. Suite à ça, on va vous présenter vraiment le produit Mesh que Microsoft nous présente maintenant depuis quelques années et l'arrivée de Mesh for Teams au dernier Ignite. On va parler d'un concept qui est la co-créativité environmentless en voyant vraiment les choses comme les virtual open space, les salles de projet virtuelles ou encore les salles de réunion en réalité mixte. On verra tout ça en détail et une fois qu'on aura vu toutes ces choses-là, on terminera par une petite conclusion. Donc pour commencer sur la partie vraiment Covid-19 et l'arrivée de l'hybrid work. Du coup, Thierry, sur la partie Covid-19, je t'en prie. Oui, ce qui est important, c'est que donc la Covid a changé le fonctionnement dans des secteurs qui habituellement étaient plutôt réfractaires aux nouvelles technologies, au fait de travailler à distance. Je vois, pour donner un exemple, ma femme travaillait à la préfecture d'Arras, ils n'avaient même pas de portable. Ils étaient même sur des consoles plutôt fines. Et donc, du jour au lendemain, les administrations, les écoles, les industries qui plutôt étaient dans le genre protection, on veut voir les gens sur place, du jour au lendemain, ils ont eu à disposition des ordinateurs, ils ont fait des réunions Teams et ils ont pris l'habitude de tous ces nouveaux moyens de communication et de continuer à travailler normalement. Alors, effectivement, ça implique qu'ils ont mis en place des rôles tournants pour qu'il y ait systématiquement sur place des gens qui puissent effectivement répondre, par exemple, à l'accueil du public, dans les écoles pour qu'il y ait systématiquement des gens, mais aussi des cours qui sont faits à distance. Il y a donc tout un changement organisationnel qui n'aurait pas été possible sans l'arrivée de la Covid-19. Maintenant, on se dit effectivement, on va devoir limiter le transport. Déjà, le transport aérien a divisé par 2 et on se rend compte que beaucoup de choses qui étaient avant, où on se regroupait systématiquement, maintenant, on va limiter, on va uniquement le faire lorsque c'est strictement nécessaire.
Et la plupart des personnes sont maintenant très tournées sur l'aspect écologique. Donc, plus on leur propose quelque chose d'écologique en disant on va faire moins de déplacements, on va faire le minimum nécessaire, mais pas plus. Et ça va être, comment dire, optimisé. Enfin, les personnes vont être intéressées par ce nouveau changement parce que ça va correspondre à leurs souhaits pour le futur. Donc maintenant, les personnes ont aussi appris à travailler d'une nouvelle manière en étant chez soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'aspect déplacement, on peut à la limite travailler plus ou on peut travailler différemment, c'est-à-dire qu'on peut préparer des choses le matin pour, comment dire, on peut préparer son repas, on peut préparer des choses à l'avance qui vont à l'arrivée nous faire gagner du temps et vont nous permettre de gérer correctement comment dire, le nouveau mode de travail. D'accord. Sur ça, vraiment, du coup, on va avoir vraiment un versus, c'est-à-dire vraiment le traditional work versus hybrid work. On a des choses, des pros, des cons, à savoir que voilà, avant, quand on était dans ce mode traditionnel, on avait une communication un peu plus effective sur site. Les employeurs avaient un meilleur contrôle du travail. Vraiment parce qu'ils pouvaient voir les personnes sur site et un aspect de la séparation vie pro, vie perso un peu plus présent parce que concrètement, lorsqu'on sortait de la porte du bureau, ça y est, c'était terminé pour la journée généralement. Derrière ça, il y avait quand même des cons. De l'autre côté, le transport, surtout, j'allais dire en région, nous, parisiennes, où on a notre bonne heure de transport pour y aller, c'était quand même des cons sur ça. Du traditional work. Et bien sûr, maintenant, la Covid-19, sur ça, avec les facteurs de contamination, il fallait quand même limiter la chose. Donc, du coup, sur le schéma hybrid work, vous allez aussi avoir des pros et des cons qui sont un peu différents. Donc, oui, concrètement, vous allez pouvoir éviter les transports. Certaines entreprises aussi ont réduit leur taille des bureaux sur ça, ont pu diminuer certains coûts parce que du coup, les personnes travaillent de manière hybride. Mais on va avoir des cons en termes de collaboration. C'est-à-dire que à la pause café, on n'est pas l'un à côté de l'autre. Concrètement aussi, il va falloir un peu aussi arriver à faire confiance aux collaborateurs parce que on va avoir moins de contrôle sur le travail parce que les gens sont à distance. Derrière ça, on a aussi les risques psychosociaux avec l'isolation des employés dans le cadre du télétravail. Malgré ça, aujourd'hui, le travail collaboratif continue d'augmenter. Donc ça, c'est quelques chiffres que je vous ai sortis de chez Microsoft. Depuis l'arrivée de la Covid en 2020, on a eu une augmentation de 5,48% des meetings, des augmentations de mails, de chats, de partage de documents. Et donc, le collaboratif continue d'augmenter et sur ça, il faut quand même agir pour avoir une collaboration beaucoup plus effective. Ce besoin-là, il est là, qui est le Covid ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des personnes ont été sondées et 66% des leaders disent que leur compagnie considère de redesigner leur open space vraiment pour faire de l'hybrid work. Des employés veulent plus de flexibilité sur le remote work. Donc, concrètement, certains veulent aller sur site, d'autres veulent vraiment une collaboration beaucoup plus effective. Ça va nous mener à notre problématique. Aujourd'hui, comment mettre en place des solutions qui permettent une collaboration efficace entre les personnes sur site et à distance? La première chose qu'on va aller faire, c'est un peu analyser. Vraiment, il faut vraiment analyser le problème. Donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, on est tous dans nos entreprises, nous sommes divers à travers toutes les générations, avec différentes méthodes de travail, différents engagements vers certains médias et communications, selon un peu comment on a été bercé ou pas dans le numérique, et donc un peu comment on va les faire cohabiter toutes ces pratiques. Donc c'est pour ça que j'aime bien présenter cette session avec Thierry, parce qu'on est vraiment, il pourrait être mon père, donc on est vraiment sur ça très éloigné. Et donc concrètement, vous allez avoir certaines générations qui ont plus ou moins des aspirations. Donc à savoir, c'est que vraiment dans les générations qui vont être plus récentes, on va aller rechercher certaines choses comme la sécurité, la stabilité, alors que vraiment dans des générations des fois un peu plus anciennes, on va être un peu plus des fois sur des technologies, en termes de technologie, on va être désengagé. Et du coup, ça va vraiment changer selon la génération dans laquelle on est. Pour ces méthodes de travail-là. On verra ça un peu plus en détail après, mais ici, je vous ai mis un peu des exemples sur les médias et les communications dans le contexte de collaboration. Par exemple, à l'époque, certains ont commencé avec les lettres.
Vous avez connu les premiers Minitel, les gros téléphones fixes. Puis après, lorsqu'on passe sur d'autres générations, il y a eu les emails qui sont arrivés. Puis maintenant, certaines générations sont un peu plus connectées avec les smartphones. Et les dernières générations vont aller plus maintenant sur ce qu'on appelle du coup les concepts de réalité virtuelle et de présence virtuelle. Microsoft aussi, au-delà de cette analyse, nous donne quelques petites bonnes pratiques sur ça. Et donc, du coup, ils nous disent, aujourd'hui, choisissez des outils qui ressemblent aux employés, du moins qui rassemblent les employés et qui leur ressemblent. Peu importe où ils travaillent, il faut que ces outils puissent être disponibles. Il faut prendre au sérieux la partie équilibre, travail et vie pro, vie perso. Il faut choisir des solutions qui favorisent une simplicité et une convivialité. Il faut se concentrer sur la qualité du travail peu importe depuis où les gens travaillent et bâtir une confiance avec une sécurité permanente. Pour parler un peu de ce qu'on disait avant sur les pratiques générationnelles, on va parler un peu de la prise de notes. Aujourd'hui, donc vous connaissiez à l'ancienne le petit calepin, stylo, on prenait les notes. Voilà, encore à l'école, hein, ils ont tous leur calepin pour prendre les cours sur ça. Et concrètement, aujourd'hui, on a chez Microsoft OneNote. Donc, vous avez l'habitude de l'utiliser sur PC. Mais vous allez avoir différents produits sur ça. Et par exemple, vous connaissez ce système un peu de tablette, ce qu'on appelle donc c'est les remarkables qui vous permettent de prendre des notes et de les envoyer directement dans votre OneNote. Et donc ça, pour des personnes qui favorisent un peu plus l'écrit que de taper sur le clavier, ils vont avoir ces solutions-là. Puis ensuite, certaines personnes vont pouvoir se tourner peut-être vers de la VR pour aller utiliser du OneNote dans des environnements virtuels. Et pour ceux qui veulent favoriser vraiment les environnements mixtes, vous allez pouvoir avec de l'HoloLens avoir vraiment de la prise de notes directement dans des lunettes HoloLens avec de la réalité augmentée. Ce qui va du coup aujourd'hui nous mener à ce qu'on va vous présenter, Microsoft Mesh. Microsoft Mesh, vraiment, donc on va d'abord parler de concept de réalité. Donc, voici une photo de vacances que j'ai prise. Donc ça, c'est le parc de Yosemite. Et ça, on va définir, aujourd'hui, c'est la vie réelle. Vous allez rajouter les données météo de la zone. Donc, ce qu'on va appeler un overlay non interactif. Et donc, lorsque vous allez juste avoir des infos qui n'interagissent pas avec cette réalité, on va aller parler de réalité augmentée. Ensuite, lorsqu'on va aller rajouter deux petits dauphins, donc on a un dauphin qui est virtuel et un autre qui est un dauphin vraiment qui est réel, qu'on a pu passer au scanner 3D. Donc le premier, c'est virtuel interactif, le second, ça va être du réel virtualisé. Dans tous les cas, les deux choses, vous allez les traiter de la même façon. Lorsqu'il y a un contenu virtuel qui soit scanné ou pas, on va parler de réalité mixte. Pourquoi? Parce que ces choses-là vont interagir avec la réalité. C'est vraiment cet aspect d'interaction qui va différencier la réalité augmentée de la réalité mixte. On va prendre après, du coup, de l'autre côté le problème. Donc, lorsque vous êtes, par exemple, là, c'est la même photo, j'allais dire, dans Minecraft, vous allez mettre une personne avec des lunettes de réalité virtuelle. Vous êtes vraiment projeté dans une réalité virtuelle. Vous rajoutez quelque chose, même s'il est virtuel et que vous l'avez virtualisé au scanner 3D, quelque chose de réel qui est importé dans du virtuel, on va parler de augmented virtualité, de virtuel augmenté. Voilà, ça c'est un peu les définitions. Donc vous pouvez les retrouver sur Internet, la différence entre réalité et virtuel. Maintenant, on va, avec Thierry, du coup, vous définir un peu ce qu'est le métaverse derrière. Alors, le métaverse, effectivement, on trouve beaucoup de définitions et ça peut être différent en fonction de la société qui propose son produit parce qu'elle va avoir plus ou moins des limites en fonction des choix qu'elle aura fait. Alors déjà, métaverse, normalement, il n'y a pas le E en français. Bon, ça, c'est plus un aspect franco-français, mais ce n'est pas grave. En informatique, on ne s'arrête pas à ce type de détails. Alors, le métaverse, c'est quoi? C'est un environnement virtuel partagé. Donc, c'est un monde ou plusieurs mondes qui est accédé par plusieurs personnes via Internet. C'est-à-dire, en fait, les gens vont se retrouver sur un même emplacement où ils vont pouvoir, en tout cas, visualiser un même environnement. Maintenant, pour faire un métaverse, il faut des technologies qui sont utilisées, comme la réalité virtuelle ou augmentée, et qui sont combinées dans le métaverse. Et ce qui est important, c'est effectivement, comme je dis, on retrouve plusieurs personnes. Il y a la notion de présence virtuelle.
C'est une présence immersive, c'est-à-dire qu'on va intégrer l'individu directement dans l'environnement, dans le monde qu'on aura créé, qui peut être un monde réel qui a été transposé dans le monde virtuel, ou qui peut être un monde totalement inventé, en fonction des besoins. Alors, le métavers suppose la création d'un avatar personnalisé. Alors ça fait partie des différents outils dont on a besoin. C'est est-ce qu'on a un avatar qui est soit complètement choisi, on choisit les couleurs de cheveux, etc., à partir de choses qui sont fournies, soit l'idéal par la suite, ce serait de créer un avatar à partir de ces photos ou à partir d'un certain nombre de photos prises sous différents angles. Et l'idée maintenant, c'est d'avoir de plus en plus des outils qui nous permettent de faire cette transformation. Le métavers suppose aussi donc de pouvoir communiquer avec les utilisateurs, c'est-à-dire savoir qu'une autre personne est présente, et de pouvoir modifier, comme disait Clément, de pouvoir prendre des notes, d'avoir un tableau partagé, etc. Et d'une fois sur l'autre, comme un véritable tableau, si on n'a pas effacé, on revient dans le monde, on retrouve les mêmes éléments. C'est la notion d'environnement persistant. Ce qui aussi, pour des jeux, ça permet aussi d'avoir des jeux qui fonctionnent 24 heures sur 24, parce qu'en fait, le monde, il ne s'arrête pas. Donc l'environnement reste visible et il est en permanence sur Internet, il n'y a pas d'heure. Donc vous avez une idée, vous vous connectez au métavers, sur le tableau, vous rajoutez une idée, vous repartez. La personne qui arrive le jour suivant, elle va retrouver les idées qui ont été définies à cet endroit-là. Maintenant, l'utilisation optimale, alors je dis bien optimale parce qu'effectivement, on a tout qui va bien avec le casque de réalité virtuelle, en particulier avec le HoloLens. Le problème de l'HoloLens, c'est que c'est comme si on a un ordinateur sur la tête, c'est un certain poids. On ne va pas le garder 24 heures sur 24, on ne va peut-être même pas le garder toute la journée sur la tête, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'en fait, en fonction du moment, et c'est pour ça aussi qu'on a défini le co-environnement, le fait de pouvoir se connecter de partout, on va pouvoir se connecter à partir d'un téléphone, à partir d'un ordinateur, avec plus ou moins de facilité. Maintenant, pour voir un tableau blanc, on n'a pas besoin d'avoir le casque. Maintenant, si on veut intégrer, si on a un objet 3D qu'on est en train de créer avec d'autres utilisateurs, là c'est important d'utiliser le casque et de définir, de toucher du doigt, de pouvoir voir sous tous les angles. Donc selon les besoins, on va pouvoir utiliser des périphériques plus ou moins différents. Alors c'est vrai que pour le moment, d'ailleurs c'est un peu trop générique, pour le moment il y a le HoloLens et quelques devices, quelques périphériques compatibles. L'idée c'est que maintenant, à partir d'un simple téléphone, on puisse déjà accéder à la plupart des fonctionnalités. Alors maintenant, ce que nous propose Microsoft avec Microsoft Mesh, c'est déjà un concept en fait. C'est déjà tout un environnement qui nous permet de travailler et de créer une réalité mixte et qui utilise directement derrière les machines Azure. On a un certain nombre d'applications, alors Microsoft Mesh et Microsoft Mesh App. Alors pour le moment, on peut les définir dans l'environnement Office 365. Malheureusement, si on ne fait pas partie de la preview, si on n'a pas le Lens, on en profite très peu. Donc dans un premier temps, il faut savoir que ça existe, que ça va peut-être déboucher très rapidement sur quelque chose. Pour le moment, c'est uniquement pour les gens qui vont développer ou pour les gens qui font partie de la preview Microsoft. Maintenant, comme je parlais des développeurs, on a Microsoft Mesh SDK, donc c'est tout un ensemble de bibliothèques et d'outils qui sont fournis par Microsoft. Je vais détailler un petit peu plus par la suite. On a des périphériques, genre la HoloLens 2, mais il y a d'autres périphériques qui sont compatibles et qui peuvent fonctionner. On a une intégration avec différents outils de développement, alors notamment Unity. Alors c'est vrai que Unity, c'est déjà un outil qui est utilisé pour ce qu'on appelle faire du games. Maintenant, le game, ce n'est pas seulement le jeu tel que vous l'interprétez. Par exemple, le fait un simple apprentissage de code de la route, c'est vu par les gens qui font des formations sur le game comme du serious game. C'est-à-dire le fait d'imaginer un scénario, des questions plus ou moins réalistes. On peut imaginer qu'on peut avoir le permis de conduire, on est dans une voiture, on voit des images, et après on doit réagir en fonction de l'image en disant je fais ça, je fais telle action. Donc on va aller beaucoup plus loin que du simple jeu. Et c'est vrai que du coup, le rachat de Activision par Microsoft, ça prend un sens. Ce n'est pas seulement pour faire du jeu. Microsoft va récupérer des gens qui, grâce à Unity, ont déjà une notion de qu'est-ce qu'un univers, qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qu'une caméra dans cet environnement. Et donc chaque personne, c'est comme si chaque personne était une caméra. Et Unity, il y a la notion de je vais intégrer un espace réel dans mon environnement virtuel. Je vais intégrer des objets, une maison, une porte, etc. Et après, je vais faire l'interaction. Et l'interaction, elle dépend du point de vue que vous avez. Chaque personne a une point de vue différent, donc il y a des calculs, il y a des relativement complexes pour savoir quelle est l'image que chaque utilisateur doit voir en fonction de la situation. Alors tout ça pour dire qu'effectivement, cet outil, ça va nous permettre d'envisager des scénarios
d'utilisation qui vont dépendre de l'entreprise, de ce que vous faites. Alors, la simple réunion, on va peut-être se contenter de Teams. Maintenant, si on fait une réunion, soit pour faire une plaquette publicitaire ou pour créer un objet dans l'industrie, on ira beaucoup plus loin. On aura des outils qui vont permettre d'influencer les couleurs, la taille, la forme, et chacun aura un point de vue différent en fonction de l'emplacement où il est dans la pièce. Alors, les applications qui sont mesh-enabled, c'est-à-dire qui sont déjà compatibles, effectivement, on a déjà le HoloLens Mesh App, mais qui suppose d'avoir la HoloLens 2. On a les deux applications Mesh et Mesh App qui fonctionnent en Windows 10 ARM, donc ce n'est pas une application que vous pouvez installer directement sur votre PC. On a surtout pour le moment AlteSpace VR. Alors, le AlteSpace VR, c'est à la fois bien et pas bien, parce que actuellement, vous pouvez l'utiliser, vous connecter, mais en tant qu'individu. Il n'y a pas encore pour utiliser le mode entreprise et se partager entre deux personnes. C'est en fait utiliser vos comptes Azure AD et se connecter à AlteSpace VR, c'est actuellement pas possible. En revanche, à titre individuel, vous pouvez être plusieurs personnes, vous connecter à tous les emplacements AlteSpace VR qui existent déjà. Donc, je suppose que vous avez déjà vu des sessions qui parlent de Microsoft Teams où il y aura Mesh for Teams. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous pourrez vous représenter par un avatar plutôt que pour une autre personne, alors plus ou moins réaliste. Après, maintenant, pareil, il faudra qu'il y ait des outils pour faire la conversion entre votre photo et l'avatar que vous allez utiliser. Dans Microsoft Dynamics, on suppose qu'il y a des applications qui sont en cours de développement par les partenaires. Alors, je n'ai pas encore vu d'applications concrètes, pratiques et visibles. On a l'émulateur HoloLens 2. Alors, je dirais que c'est à la fois bien et pas bien. Effectivement, la première fois, on est relativement déçu. Ça vous permet de vous déplacer, ça vous permet de faire les actions que vous pourriez faire si vous aviez une HoloLens. Maintenant, c'est un peu compliqué à utiliser. Vous dites, je vais utiliser la main gauche, mais là, je vais utiliser la main droite. Enfin, ce n'est pas du tout la même intuitivité que si vous aviez le casque, où là, les choses se font naturellement. Et on a un autre petit composant qui est le Windows Mixed Reality Simulator, qui est un composant qu'il faut installer pour pouvoir développer ou utiliser un certain nombre de fonctionnalités. Alors maintenant, c'est plutôt pour la partie développeur. Effectivement, les outils qu'ils peuvent utiliser, c'est Unity, alors, dans une certaine version, il faut faire attention au moment de l'installation, bien prendre la version qui va bien. Du C++ en mode natif, du C#. Alors, c'est déjà dans Unity, on utilise fortement le C# pour faire toutes les animations, bouger des objets, générer des objets automatiquement lorsque c'est nécessaire. Et le Mesh SDK fournit aussi des UX Constructs. En fait, c'est des objets préfabriqués. En fait, vous avez déjà un certain nombre de maisons, des portes, des objets courants que vous pouvez directement mettre dans votre environnement en fonction des besoins. Donc, c'est aussi dans le but de gagner du temps et vous avez défini un objet, il faut le prendre en 3 dimensions, il faut définir des tailles, vous avez des choses relativement complexes qui sont déjà prédéfinies. Donc, d'autres environnements qui sont fortement utilisés dans les jeux ou dans les animations, donc Unreal, Babylon et React Native. Et donc, du coup, ça va nous mener qu'on va parler d'un premier temps, du coup, de Mesh for Teams. La partie, du coup, Virtual Open Space. Pour ceux qui ont regardé l'Ignite en novembre, on a commencé à parler pas mal de concepts dans Mesh for Teams. La première chose, c'est les avatars. À savoir vraiment le fait de pouvoir avoir cette présence virtuelle, comme racontait Thierry. Sur ça, ça va passer par un avatar virtuel. Du coup, dans sa création, alors Microsoft n'a pas été encore très loin dans le détaillant de comment ça se crée. Actuellement, vous avez plusieurs produits qui, eux, vont se baser sur les traits de votre visage afin de pouvoir créer un avatar. On a essayé un peu de travailler dans notre coin pour vous présenter un petit avatar. Donc ça, c'est mon avatar. Il est comme moi, blond aux yeux bleus. Je l'ai pris sur des modèles, du coup, comme disait Thierry, des modèles 3D qui sont préfab. Et donc, du coup, concrètement, sur ça, on va pouvoir aller mettre derrière de la détection de mouvement, où là, je croisais les doigts ou encore écarter les bras. Sur ça, dans le but vraiment de reproduire les interactions. À savoir quand vous faites des avatars, vraiment, la notion de squelette est assez important et donc du coup, on va avoir beaucoup d'opérations à faire pour aller redétecter ce que fait la personne en face. Concrètement, là, vous allez voir dans ce squelette-là, il va falloir mettre des points sur les bras, sur les mains, sur le visage. Là, par exemple, je n'ai même pas les points sur le visage, mais vous allez avoir du coup, quand vous voyez la vidéo de l'Ignite,
la personne a des lèvres qui va bouger, et ben sur ça, concrètement, il va falloir des points sur les lèvres pour détecter un sourire. Il va falloir vraiment des points sur les sourcils pour qu'ils puissent bouger. Il va falloir des points sur la nuque pour que la tête puisse pencher de gauche à droite. Donc, ça demande un travail qui est quand même, pour les personnes qui travaillent dans le virtuel, ça demande un travail colossal de créer vraiment un squelette complet et d'en faire la détection complète juste au travers d'une caméra normale. Après ces avatars-là, donc on va les mettre dans ce qu'on appelle des open space virtuels. Il y a un petit moment, des gens ont commencé à travailler dessus. Donc le but, c'était que voilà, quand il y a eu la Covid qui a débuté, c'était d'essayer de faire des petites salles de réunion virtuelles, comme vous voyez à gauche. Et lorsque vous étiez à côté de ces personnes-là, eh ben, votre caméra pouvait s'activer ou votre micro pouvait s'activer et vous pouviez discuter avec les gens. Donc concrètement, ça permettait un peu d'avoir de la proximité alors qu'on était en full remote, même pas encore en hybrid work, et ça vous permettait de partager. Aujourd'hui, Microsoft a voulu se placer et du coup, ils ont racheté une entreprise qui s'appelle Altspace VR. Et donc, du coup, maintenant, c'est un produit Microsoft où là, on va parler un peu plus de 3D dedans et d'interactions qui vont du coup contenir les mains des utilisateurs et les actions qui vont faire ça. Ils sont allés du coup racheter Altspace VR et améliorer la solution et donc du coup pour nous faire ce qu'ils appellent l'immersive experience. Du coup, voilà les screenshots qu'on avait tirés sur l'Ignite. Et donc, du coup, on a une personne qui carrément peut lever le pouce dans l'open space avec son avatar qui est automatiquement scanné. Et vous allez avoir vraiment ces parties vraiment dans un open space virtuel d'échange entre les personnes. Et donc, par rapport à ça, vous allez après avoir des fonctionnalités additionnelles qui peuvent être plutôt sympas, comme ici, on peut voir de la traduction en temps réel. Donc ça va être sans doute basé sur Azure derrière, mais les possibilités justement de traduire ce que les personnes se disent dans cet open space virtuel, ce qui va favoriser aussi des collaborations dites, du coup, internationales derrière. La seconde chose qu'on va aller voir, ça va être la partie salle de projet virtuelle. Du coup, pour ça, concrètement, on va d'abord voir un peu ce que c'est une salle de projet classique. Vous connaissez un peu ce qu'on appelle un OBEA. Donc, c'est vraiment des choses dans lesquelles, des environnements dans lesquels on échange ou sur les murs, on va aller mettre toutes les choses sur lesquelles on travaille, comme nos objectifs, nos livrables. Et voilà, indicateur clé, le prototype. Vous allez avoir dedans un seul écran de projection, généralement avec un rétroproche. Et du coup, ça va poser quand même quelques petits problèmes. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, la salle, lorsque vous commencez à mettre vos post-it avec votre Kanban sur les murs, la salle, elle commence à être prise à plein temps. Donc, pour les personnes qui veulent les utiliser après, et concrètement, il y a des post-it partout, ça va pas être l'idéal. Puis après, des fois, on se retrouve à court de place, ce qui arrive assez vite parce que on n'a que 4 murs, hein, on n'en a pas forcément plus. Et il y a un moment, on se trouve en rate de place, ça dépasse des tableaux. Et sans compter qu'en plus, lorsque vous avez des post-it, il y en a un qui tombe, etc., il est vite perdu. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal sur ça. Aujourd'hui, Microsoft, eux, ont présenté ce qu'ils appellent The Nth Floor. C'est vraiment l'étage numéro N. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir en fait un espace de travail dit infini. Donc, sur ça, vous voyez, vous allez pouvoir créer des salles de réunion totalement virtuelles. Et dans ces salles de réunion-là, en fait, vous allez pouvoir mettre ce que vous avez besoin. Donc là, à gauche, par exemple, un PowerPoint. À droite, vous allez pouvoir mettre, là, ils ont mis un Edge. Et au milieu, vous allez avoir une table de travail où vous allez pouvoir projeter des modèles 3D, comme le voit juste après, ici, où des gens sont en train de travailler sur des bornes électriques. Donc, ce qui est bien, c'est que concrètement, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les murs, mais vous allez pouvoir aussi interagir avec. Donc concrètement, là, la personne est en train de travailler sur Microsoft Whiteboard. Vous avez une partie de Kanban, du PowerPoint en background. Et ce qui est bien, c'est que pour les personnes, lorsque vous avez des aspects de diverses générations, pour ceux qui veulent travailler dans cet environnement-là, vont voir directement la personne, l'avatar, faire les dessins, etc. Mais pour ceux qui veulent travailler dans des méthodes un peu plus derrière ça, vraiment côté Google Chrome, ou juste un whiteboard qui sont sur leur PC sans se connecter dans l'open space virtuel, et du coup, on va pouvoir avoir cette méthode-là afin d'avoir des
méthode de travail hybride. Et comment on va dire, c'est la co-créativité environnementaliste. Selon où vous êtes sur un portable avec du whiteboard, vous êtes dans un virtual open space, vous êtes juste avec votre appli whiteboard sur Windows, et ben concrètement, vous allez pouvoir travailler depuis n'importe où, que ça soit réel ou virtuel. Du coup, on s'est un peu amusé avec du coup la salle de projet sur AlteSpace VR pour vous donner un peu une visu. Je vous laisse la vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on a pu faire dans l'open space virtuel. Donc du coup, vous voyez sur ça, vraiment, ces aspects-là, là, on n'a eu que 5 affichages, mais concrètement, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire un nombre de salles illimité. Au-delà vraiment de l'aspect après salle de projet, vous allez avoir l'aspect VR dedans. Donc vous avez là, voilà, c'est un de mes collègues, on a testé avec son casque de réalité virtuelle. Ce qui est bien, c'est que dans l'AlteSpace VR, on va pouvoir aller reproduire les mouvements. Donc ce que vous voyez à droite, c'est la caméra de ce qu'il voit. Ce que vous voyez, alors lui, là, c'est le réel qui est en face. Et ce que vous voyez qui est à gauche, c'est ce qui se passe vraiment dans l'open space virtuel de ce que je vois. Donc à gauche, ma caméra, à droite, la sienne, et lui qui est vraiment là-dedans avec son casque de VR. Et donc, comme vous allez voir ici, vraiment, on a quand même déjà un premier besoin matériel pour aller reproduire les mouvements des mains. À savoir, c'est que vraiment, on n'a pas encore trop d'éléments de la part de Microsoft par rapport à comment, sur les avatars, directement, ils vont reproduire les mouvements. À les capter seulement à la caméra, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Si je fais juste un pouce comme ça, est-ce que vraiment il va pouvoir arriver à me le prendre? Il y a un travail qui est énorme qui se fait actuellement avec de l'intelligence artificielle pour essayer de capter tout ça. Mais le travail quand même est relativement conséquent afin d'arriver à un résultat avec seulement une caméra pour aller capter l'ensemble des mouvements d'une personne. Une fois qu'on a parlé de cette partie AlteSpace VR, on va aller parler derrière de la partie vraiment salle de réunion mixte. Donc là, on va aller vraiment un peu plus loin dans les parties matérielles et là, concrètement, vous allez avoir un coût qui est relativement conséquent. À savoir que voilà, les HoloLens, c'est pas gratuit. La partie où vous avez un AlteSpace VR qui est juste un logiciel, ben, concrètement, sur ça, ça allait encore. Là, on va aller voir vraiment plus loin dans les labos de Microsoft avec la première chose qu'on appelle l'holoportation. L'holoportation, ça a été quelque chose qui a été présenté il y a quelques années. Le but était vraiment de téléporter quelqu'un totalement en 3D dans une pièce. Donc, sur ça, on s'est dit, bah, on va prendre cette personne-là et on va la téléporter. Donc, vous pouvez voir vraiment sur cette présentation, il y a pas mal de caméras qui sont utilisées en fait pour faire tout le tour de la personne
et pouvoir après, du coup, la reporter, parce que là, ce que vous voyez vraiment dans le carré jaune, c'est une personne qui n'existe pas en fait. C'est juste un modèle 3D en temps réel de la personne qui est là dans le cadre à gauche et qui est reporté dans le salon à la visibilité de l'utilisateur qui est ici à droite. Donc concrètement sur ça, derrière vous avez vous avez les mèches, comme on dit, le modèle 3D des personnes. Mais concrètement, là, vous avez un coût qui est relativement conséquent pour holoporter une personne, mais ça vous permet d'avoir une présence beaucoup plus effective, donc de téléporter quelqu'un dans le monde réel. Lorsqu'ils ont présenté Microsoft Mesh maintenant, il y a un petit moment, Microsoft nous ont montré plusieurs choses. Ils nous ont présenté à gauche, donc déjà les avatars. Donc quand on crée un avatar, je vous ai montré dans la partie AltSpace VR, avec un casque de réalité virtuelle et des commandes, on va pouvoir reproduire certains mouvements. Sur cette partie, le carré blanc, ça va encore, c'est sur ça assez abordable. De l'autre côté, vous allez avoir, cette personne-là qui est ici et qui, elle, est du coup holoportée. Et là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que du coup, il va falloir faire un modèle 3D en temps réel de la personne et, comme vous le voyez, en profondeur. Pour ça, soit il va falloir avoir plusieurs caméras, donc encore du matériel sur ça, soit il y a aussi ce qu'on appelle la Azure Kinect SDK. Pour ceux qui ont connu les Xbox à l'époque, et simplement, on va utiliser ce principe de Kinect. Donc la Kinect à l'époque pouvait capter un squelette. Ils l'ont poussé plus loin en faisant ce qu'ils appellent une Azure Kinect, qui a une caméra infrarouge de profondeur. Donc, c'est des caméras, vous pouvez les trouver aussi chez Intel. C'est des caméras qui sont en capacité d'aller capter la profondeur et du coup de modéliser des choses en 3D. Actuellement, les Azure Kinect SDK, vous pouvez encore en acheter et en trouver. Le coût est quand même encore conséquent. Mais concrètement, avec ces Azure Kinect SDK, on pourrait derrière ça, pouvoir générer un modèle 3D d'une personne. De plus, ces personnes-là, actuellement, elles échangent tous autour d'une table. Cette table-là, qui est dit le Microsoft Mesh SDK. Donc, quand vous allez avoir vraiment, aller sur les pages encore Microsoft Mesh sur Teams, vous verrez donc la notion d'une table. C'est vraiment cette partie, donc du coup, Mesh SDK avec vraiment un template 3D qui est au milieu sur lequel on peut travailler. Donc là, actuellement, les personnes travaillent sur du trafic aérien. Et donc, du coup, la personne qui est à droite est holoportée, la personne qui est à gauche est en présence grâce à son avatar et à la visibilité de cette personne qui est au milieu avec son HoloLens. La personne à droite, elle, pareil, porte un HoloLens. Donc, il va falloir une caméra qui va du coup filmer ces deux personnes-là pour les reporter aussi à la personne à droite. Donc, on va dire que pour aller vers ces scénarios-là, le matériel commence à être très, très conséquent, mais vous allez avoir vraiment une présence de réalité totalement mixte. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vont interagir ensemble, elles vont interagir avec des objets, elles vont interagir avec du virtuel, avec du réel. Et donc, du coup, sur ça, le but, c'est de voir une co-créativité environnementaliste, que ça soit en VR, que ça soit en réel, que ça soit vraiment derrière ça, avec de l'HoloLens, avec derrière ça du casque Quest. Le but, c'est échanger ensemble, quel que soit l'endroit où vous êtes ou quel que soit le matériel que vous avez. Ce qui va nous mener à notre petite conclusion. Ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'on a la partie 3D pour l'image qu'on a fortement vue. La même chose est réalisée au niveau du son. C'est-à-dire qu'en termes de visualisation dans l'espace, le son est visualisé dans l'espace. Il y a plusieurs prises de son en différents endroits qui permettent d'avoir la notion de distance, on est proche, on n'est pas proche d'une personne. Et il y a le même travail qui est fait pour spatialiser le son. Voilà. Exactement, oui. Quand vous le voyez dans l'AltSpace VR, peut-être vous ne l'avez pas senti dans la vidéo, mais oui, ça arrive sur le casque à droite ou à gauche. Vous l'avez aussi là-dedans, oui. Exactement. Voilà. Du coup, pour conclure sur ça aujourd'hui, donc actuellement, certains ont un peu peur. Certains ont un peu peur en se disant oui, mais est-ce que tout ça devient du virtuel? Est-ce qu'on va passer notre vie derrière un PC juste dans un open space virtuel à échanger? La première chose à comprendre, c'est que ces solutions qu'on vous propose aujourd'hui, elles sont additionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'hybrid work, il y a aussi la notion d'aller sur site. Il y a la notion quand même de se revoir, d'aller échanger. Vraiment, sur ça, l'important, c'est de ne pas oublier cette notion. Derrière ça, le but, c'est que en mettant la technologie au service de la collaboration,
On peut redéfinir les limites de l'open space. Mais le but derrière ça, c'est de ne pas l'oublier. Concrètement, c'est des solutions additionnelles aujourd'hui qu'on vous propose. Ce n'est pas des solutions primordiales. Actuellement, vous avez des boîtes comme Google, AWS ou Microsoft qui étaient passées au full remote. Et concrètement, l'isolation, c'était pas tip top. Et donc, du coup, elles sont revenues vers sur des formats, des fois, hybrid work. Et donc après, voilà, il faut se préparer à des nouvelles expériences dans les manières de communiquer et de travailler ensemble. C'est des nouvelles opportunités, surtout pour les développeurs, concrètement, oui. Aujourd'hui, les personnes qui s'étaient lancées un peu dans le jeu vidéo et qui se sont dit, en fait, ça va être que du jeu vidéo, concrètement, maintenant, leur scope va s'élargir totalement. C'est des personnes qui aujourd'hui, là où aujourd'hui elles étaient en train de designer tout un monde virtuel pour un jeu vidéo, concrètement, c'est peut-être aujourd'hui, demain, qui vont venir chez nous pour designer notre open space virtuel, pour nous aider à collaborer ensemble. Du coup, voilà, Thierry, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot pour conclure. Non, enfin moi j'imagine déjà plein de solutions. Déjà on voit la discussion avec son banquier, on aurait l'impression d'être un peu plus en interactif. Enfin, on peut l'imaginer de voir ses réactions, oui, non. J'imagine tout un tas de, ne serait-ce que les entretiens pour beaucoup que l'on connaît, qu'on a souvent en informatique. Enfin, il y a plein de solutions qui vont nous permettre d'améliorer ou d'avoir plus rapidement des communications et ne pas être derrière un téléphone ou derrière un simple Teams. On peut avoir une impression d'être avec son banquier ou avec son interlocuteur dans la même pièce. Sauf que on ne pourra toujours pas partager le café. Voilà. Il y a quand même des réalités qui ne passent pas. Est-ce que Oui. vous avez accès au chat, les garçons? Oui. Alors moi, je ne le vois pas parce que je présente. Alors, c'est pas grave, sinon, comme tu veux, Thierry. Sinon, je vous lis la question de Maxime. Oui. J'arrive. Voilà, je vois la question. Alors, la question de Maxime sur AltoSpace VR, est-ce que les affichages. Alors, attendez, je vois ça. Est-ce qu'ils peuvent être individualisés, en fait, la question. Par exemple, les indicateurs personnalisés vis-à-vis des rôles des collaborateurs projets. Alors, la gestion actuellement des droits dans AltoSpace VR, sur ça, elle est. Alors, comme disait Thierry, on n'est pas encore sur un contexte entreprise dedans. Sur ça, elle est encore. C'est quand même très simpliste. Les seuls droits qu'on va avoir sur ça, c'est donc vous allez avoir votre propre monde. Soit du coup, vous pouvez faire votre salle privée et inviter des gens dedans. Donc là, c'est les premières gestions que vous allez avoir. Vous allez pouvoir faire, du coup, là, pour les tests qu'on a fait, c'est pareil, j'ai invité juste des gens dedans. Donc idéalement, il faudrait créer un compte d'entreprise et inviter tous les collaborateurs ou vous-même inviter les gens dedans. Puis pour les affichages, vous avez que deux droits. Les affichages, c'est est-ce que cette personne a le droit d'être owner de l'affichage? Donc ça veut dire est-ce qu'elle a le droit d'afficher dedans ou pas? Concrètement, donc sur AltSpace VR, actuellement, comment ça marche pour les multimédias? Vous avez un site web où vous allez mettre votre contenu multimédia dedans. Là, actuellement, les supports sont encore très limités. Sur ça, pour le moment, les seules choses que vous allez avoir en termes de support, c'est vraiment des images ou vous avez quelque chose qui s'appelle DLive, qui est un site de streaming qui peut être propulsé dedans. Et une fois que vous l'avez mis, vous prenez le lien du multimédia que vous avez upload dans AltSpace et vous le mettez dans le lecteur multimédia dans l'open space virtuel. Donc du coup, là, comme vous voyez, par exemple, pour la matrice SWOT, j'ai mis l'image SWOT là-haut. Et puis après, une fois que je l'ai mis là-haut, j'ai pris le lien de la matrice SWOT et je l'ai mis dans l'open space virtuel. Après, une fois que j'ai mis les personnes en droit honneur, elles peuvent, elles, aller plus loin ou revenir. Vous avez la capacité vraiment de gérer les droits, de savoir si les personnes sont éditeurs ou pas du monde. Mais Après, concrètement, c'est encore très home business, quoi. ce qui risque de se passer, c'est qu'à partir du moment où il y a une image ou il y a une salle, etc., qui est partagée, les gens qui font partie de la salle, ils auront automatiquement droit. Ce qu'on peut imaginer, c'est que ce qui va se passer, c'est comme sur Teams, vous aurez des channels, des private channels. Vous allez créer une salle ou une private channel dans laquelle vous inviterez que les gens qui ont effectivement le droit de regarder cette partie-là de l'information. Donc en fait, c'est par l'intermédiaire de groupes et de salles particulières ou de private room, on va dire, dans lesquelles les gens verront des choses que les autres ne verront pas parce qu'ils ne feront pas partie de cette private room. Mais Voilà. maintenant, effectivement, ça reste des usages à définir, quoi.
Dans les choses que vous aviez aussi, si vous voulez, il y a la partie, on a voulu faire une expérience dite caméra café. Alors, on l'a pas mis là parce que ça allait être un peu lourd. Comme je vous présentais sur la partie derrière ça, vraiment la partie hybride, donc open space virtuel, comment on se retrouve entre les gens qui sont à distance et les gens qui sont sur site, en mettant une caméra et en mettant un streaming live. Vous allez pouvoir avoir derrière ça vraiment une notion qui dit caméra café, c'est-à-dire derrière ça, avoir les personnes qui sont en train de prendre le café dans l'open space réel et avec juste un écran, on va leur montrer les personnes qui sont dans l'open space virtuel. Et donc vous, depuis chez vous dans l'open space virtuel, vous pouvez échanger avec ces personnes qui sont au café dans l'open space réel. Voilà, ça c'est vraiment une autre notion que vous allez pouvoir avoir en supplément dedans. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions peut-être. N'hésitez pas à prendre la parole ou à la noter dans le chat. Du coup, je pense que ça fait le tour sur ça. En tout cas, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit. Merci, messieurs. Effectivement, c'est la pause déjeuner. Donc, moi, je vous ai mis dans le chat le lien du formulaire d'évaluation. Donc, n'hésitez pas à compléter, ce qui nous permet d'améliorer l'événement d'année en année. Et rendez-vous à 13h30 pour la reprise des sessions. Merci encore, messieurs, pour votre présentation. Je vous en prie. Merci. Bon après-midi. Bon appétit.